Eux, ils savaient que j'étais noir, mais moi, je ne savais pas. Je parle d'où je regarde, je parle d'où je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit. Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister. Rêvons. À quoi rêvons-nous ? Kobo by Fnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes. Et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille. Aujourd'hui, rencontre avec Sabine Groussoub, à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Beyrouth, entre parenthèses ». Les racines sont utiles pour deux choses, les fuir et les retrouver. Cette citation, lue à l'instant par notre invité Sabine Groussoub, ponctue la seconde partie de son roman « Beyrouth, entre parenthèses ». Elle résume même, pourrait-on dire, à elle seule, tout l'esprit de l'œuvre en construction de ce jeune auteur franco-libanais qui est aussi commissaire d'exposition, journaliste et photographe talentueux. Sabine Groussoub s'inscrit dans le mouvement de ces jeunes écrivains et écrivaines libanais, souvent nés dans l'exil, qui s'affranchissent des carcans politiques et religieux de ce pays qui ne cicatrise pas de ses blessures d'une guerre civile passée si longue et porte les stigmates des conflits en cours, des voisins l'enserrant, l'étouffant, comme la Syrie et bien sûr Israël, avec qui le Liban est toujours en guerre. Groussoub manie l'humour et la transgression bien utiles pour naviguer dans la complexité et la richesse de sa double identité et pour affronter les vicissitudes de l'histoire contemporaine du pays de ses origines familiales, dont la crise sanitaire a étouffé une révolution et peut-être bien le scandale de l'explosion dramatique de son port en août 2020. Cet écrivain va vous surprendre par la liberté de son ton et sa légèreté malicieuse. Dans l'avion qui me mène à Tel Aviv, je me souviens d'un ministre israélien qui avait promis de rayer le Liban de la carte du monde. Des histoires de chars israéliens qui écrasaient des voitures et leurs conducteurs dans Beyrouth. De corps suspendus sur un poteau, pliés en 12 dans des cages de 75 cm, flagellés avec des câbles électriques au centre de torture de Khiam. De bombes lancées à l'aveugle sur les civils à Beyrouth et partout ailleurs au Liban. De cette armée la plus morale du monde. Je réalise que j'ai beau détenir un passeport sur lequel République française est inscrit en doré, mon histoire est différente de beaucoup de mes compatriotes français. Je suis né et j'ai grandi à Paris, mais je ne peux pas, comme Joe Star ou mon voisin Henri, qui griffonne au crayon de papier son guide du routard Israël et Palestine, m'imaginer vivre ce séjour pleinement et profiter des beautés du paysage. Être un simple touriste. Je voudrais moi aussi visiter la Terre Sainte et acheter des cartes postales. Porter une casquette et mettre un peu de crème solaire, car vous savez, Israël c'est formidable, mais il est fait une de ces chaleurs. Seulement durant ce vol, mon identité française se transforme peu à peu en libanaise, sans que je le veuille, sans que je puisse le contrôler. Dans mon esprit, Israël redevient Israël, ce pays illégitime. Sabine Groussoub, bonjour. Bonjour. Avant de comprendre comment, comme vous dites en continuant ce récit dans votre second roman, Beyrouth entre parenthèses, aux éditions de l'Antilope, avant de comprendre pourquoi, à force d'entendre parler d'Israël depuis que vous êtes petit, haïr ce pays à tout va, le voir condamné de tous les maux de la planète, vous n'avez eu qu'une seule envie, vous y rendre. Avant cela, faisons plus ample connaissance. Sabine Groussoub, d'ailleurs, ça commence mal, non ? On ne dit pas goût, mais roux. Oui, Groussoub. Votre année de naissance, qui fait de vous un jeune trentenaire, Sabine Groussoub, c'est 1988. Ici. À Paris. Pas loin. Pas très loin, ouais, dans le 14e, effectivement. On est dans le 11e chez votre éditeur à l'Antilope. Né à Paris, oui, né à Paris en 88, un peu avant la fin de la guerre du Liban. Mes parents étaient arrivés en France en 75. La guerre avait commencé. Ils pensaient étudier 1 an ou 2 en France, puis retourner au Liban. Et puis la guerre ne s'est pas arrêtée, elle a duré 15 ans.
À l'époque, on disait toujours qu'elle allait finir le mois prochain, puis le mois prochain est devenu une année, puis une année est devenue 15 ans. Depuis un mois et demi, Beyrouth vit dans un climat d'insécurité. TF1, 16 avril 1975. 300 morts en avril auxquels viennent s'ajouter une soixantaine de tués cette semaine. Journal de 20 heures. Beyrouth n'est pas une ville, c'est une juxtaposition de quartiers qui se définissent par l'appartenance confessionnelle ou l'origine ethnique de leurs habitants. Les chrétiens sur les collines qui dominent la ville, les Arméniens en bordure du fleuve, les musulmans dans tous les quartiers populaires de l'ouest de Beyrouth, les Druzes dans certaines banlieues. En temps ordinaire, les Libanais sont fiers de cette mosaïque, ils y voient l'image de la diversité. En revanche, lorsqu'un conflit politique survient, il dégénère souvent en affrontement armé, la mosaïque éclate, les quartiers se transforment en bastions et les comportements politiques s'effacent au profit de réflexes confessionnels. Et le problème, c'est que même en étant terminée, au début des années 90, elle va finir par reprendre, puisque vous, votre guerre, celle que vous allez connaître, là-bas, je veux dire, c'est en 2006 qu'elle va avoir lieu. Ouais, c'est pas la même guerre, effectivement, c'est une guerre entre le Liban et Israël. Mais oui, la guerre qui ne s'est pas finie, oui, on dit qu'elle n'est pas finie parce qu'on voit encore un peu des mêmes scènes de guerre encore aujourd'hui au Liban. Il y a quelques mois, on voyait encore des miliciens armés qui tiraient sur d'autres miliciens armés. Donc des années après, malheureusement, on a l'impression qu'on peut revivre de nouveau cette guerre. Je suis sûr, parce que l'humour est une de vos armes de construction massive, que vous avez en tête, et peut-être même depuis que vous étiez petit garçon évoluant au milieu des petits Français qui ne portent pas une double culture comme vous, le fameux sketch des Inconnus, on se le remet en tête. J'aimerais vous entendre réagir là-dessus. Alors on va aller quand même jeter un coup d'œil du côté de l'Extrême-Orient pour clarifier la situation avec Régis Vierieux. Vous pouvez nous expliquer ça en 2 coups de cuillère à peau? Oui, en effet, Guillaume, si les maronites modérés du sud Liban redonnent aux alaouites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth-Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites Hamal demeurent à l'extrême est de Beyrouth-Sud. Cela dit, si les Tamouls de Palestine restent neutres, et surtout si les Askénazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés, on ne voit vraiment pas comment les calvinistes musulmans du Cheikh Habib pourraient empêcher les intégristes luthériens de l'imam Choukdar d'étouffer dans l'œuf. J'avais oublié les Ashkénazes bouddhistes. De la bande sud-est du nord-ouest, de la banlieue de Beyrouth-Centre, périphérique intérieur compris. Réagir là-dessus, quelques années plus tard, c'est mettre le doigt sur quelque chose de sensible. C'est que ce conflit, on a beau essayer de le comprendre, il faut avoir quelques connaissances assez stratégiques de cette zone. Pour tous ceux qui vous entouraient, ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais même moi, je pense que je comprenais pas grand-chose, mais même maintenant encore. J'ai dû avaler un nombre de livres pas possible sur la guerre du Liban. Et mon 3e livre parle de la guerre du Liban. Je traverse ces années-là et je me souviens qu'un jour, j'en pouvais tellement plus de rien comprendre à tout ce que je lisais et voir que ce mouvement était contre ce mouvement et cette rue appartenait à cette rue, que je m'étais dit que dans le livre, je devais justement citer le sketch des Inconnus pour expliquer à quel point, en fait, j'en pouvais plus et qu'en fait, il y avait que comme ça qu'on pouvait l'expliquer à travers l'humour et en fait, en racontant à peu près n'importe quoi. Si on continue ce portrait sensible de votre personne, Sabile Roussoub, quand on vous pose la question « Vous venez d'où ?» Vous répondez « De là-bas ». Et là-bas, c'est où ? Donc on passait les hivers et l'année à Paris avec mes parents et on se retrouvait au Liban dans la maison de famille, dans le village de ma mère où tout le monde se réunissait. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Tous les cousins de 5e génération même. Tout le monde est dans le village et puis dans la maison il y avait les frères de ma mère, etc. Puis ensuite leurs enfants et voilà, c'est quelque chose qui est... Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, c'est des moments importants pour moi parce que c'est des moments qui étaient liés au Liban. C'est-à-dire que c'est les moments où, quand j'étais petit, j'allais là-bas et je comprenais donc c'était quoi cette fameuse deuxième identité, deuxième origine de mes parents et qui, tant bien que mal, je l'étais aussi libanais. Je pense que quand j'étais petit, je voulais pas trop l'être et puis petit à petit, c'est venu, ça a pris beaucoup de place et puis voilà. Je me suis retrouvé à partir au Liban, vivre au Liban, que j'écris sur le Liban à peu près quotidiennement. Mes parents voulaient que je naisse à Beyrouth. C'est un truc que je ne savais pas, qu'ils me l'ont raconté donc, quand j'avais 30 ans. Et on se dit inconsciemment, ah oui, quand même. Donc en fait, même si je suis né à Paris, en fait, c'est pas un hasard que je sois aussi libanais. C'est ils avaient envie de transmettre quelque chose. Ça devait être inconscient chez eux. Bon, pour moi, maintenant aussi, c'est inconscient. Mais il y a quelque chose de fort, je trouve, dans ce genre de découverte.
dans la couleur de vos mots, Sabine Roussoub. Il faut ouvrir le premier ouvrage qui s'appelle Le nez juif. Comment est venu ce titre qui finalement résume bien aussi toute l'interrogation portée, cette réflexion sur votre libanité, Sabine Roussoub? Alors le titre est venu d'un film que j'ai regardé, le film d'un réalisateur israélien d'origine libanaise qui s'appelle Avi Mograbi, et qui avait réalisé un documentaire qui s'appelle Dans un jardin, je suis entré. Et donc lui, son père était libanais, né à Beyrouth. Mais Avi Mograbi, comme il est israélien, il ne peut plus retourner donc, à Beyrouth, et donc il ne peut pas retourner sur l'enfance de son père. Et en fait, pour être guidé un peu, il a montré ses photos de famille à un Palestinien qui connaissait Beyrouth, à un de ses amis. Et donc son ami, pendant le documentaire, lui explique les rues, etc. Et lui raconte une histoire. Je m'en souviens très bien, j'étais au Liban quand j'avais vu ce documentaire. Il dit à Avi que sa mère, quand il était petit, le traitait de sale juif et de sale israélien, et que la seule réponse qu'il a pu donner à sa mère des années après, c'était de se marier avec une israélienne et de faire des enfants juifs israéliens. Et je me souviens très bien qu'après avoir vu ce documentaire et avoir vu cet extrait, je crois que j'avais mis pause, et 2 secondes après, je crois que le nez juif m'est venu parce que je me souvenais alors ma mère m'a jamais traité de sale juif, mais que dans la rue à Paris, effectivement, on m'avait souvent pris pour un juif, qu'on m'avait traité de sale juif, que j'avais eu le droit des croix gammées à l'école. Donc voilà, c'était quelque chose qui était présent. Voilà, j'avais un nez qui avait une certaine forme et qui pouvait évoquer un juif. Et donc j'avais démarré sur ce titre-là. Et après, j'ai écrit d'une traite ce qui est à peu près devenu les 2 premiers chapitres les 2 premiers grands chapitres de ce livre-là, qui en fait tournait autour de cette question d'être un arabe avec un nez de juif en France. Et comment on se démène avec ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on est perdu, comment on essaie de se retrouver, comment les femmes parfois nous aident à nous retrouver, comment on veut faire de la politique, comment on se désengage de la politique, comment on veut finir par faire des films, et c'est ce qui nous sauve un peu de vouloir faire de l'art. Voilà d'où est partie cette première histoire. Livrez-nous l'exergue que vous trouvez au nez juif, le vôtre. C'est Serge Gainsbourg qui dit « Juif, c'est pas une religion, personne ne fait pousser un nez comme ça ». Et si Dieu était juif, ça t'inquiéterait, petite? Sais-tu que le Nazaréen n'a fait rien d'un rien? Et s'il est fils de Dieu, comme vous dites, alors... Dieu est juif. Je fais Dieu. Dieu est juif. Comment commence justement ce premier roman? Ma mère me répétait souvent « T'es moche. J'espère que tu te referas le nez quand tu grandiras. Et en plus, tu ressembles à un juif. » Je ne disais rien, baissais la tête et m'enfermais à double tour dans la salle de bain. Je me regardais dans le miroir, j'examinais mon nez de face puis de profil et je pleurais. J'avais un gros nez, mais je ne me trouvais pas moche. J'étais sec, fin et plutôt sportif. À l'école, les filles se retournaient sur moi et pourtant, dans cette famille, je me sentais comme l'enfant le plus laid du monde. Alors, se faire stigmatiser par la caractéristique physique marquant le plus communément dans le répertoire verbal et phraséologique raciste des petits camarades de classe que vous fréquentiez dans les établissements scolaires parisiens chics et élitistes, il s'agit tout de même de Stanislas, les traits de l'ennemi de tout bon Libanais dont vous êtes le rejeton, vous faire traiter de juif, c'est compliqué. Oui, c'est assez compliqué quand on est jeune. Alors, il s'avère que j'ai découvert après, donc avoir sorti le livre, qu'on était plein comme ça, qu'il y avait plein de petits jeunes arabes en France qui s'étaient fait traiter de sales juifs. Et il y en a un qui m'a dit, mais d'ailleurs, je voulais écrire un livre aussi sur ce sujet-là. Il m'avait pondu un mail énorme en me racontant que lui aussi, à l'école et dans la famille, et qu'il savait pas quoi faire avec. Et effectivement, on sait pas quoi faire avec. On déteste nos 2 identités à la fin, celle qu'on nous colle, juive, et puis la nôtre, arabe. Puis finalement, c'est plutôt une force, parce que ce nez m'a permis d'aller voir ailleurs, d'aller voir chez l'autre, chez qui j'aurais jamais pensé aller. Non, c'était plutôt... faudrait remercier en fait les gens qui m'ont insulté, parce que j'ai pu découvrir peut-être ce que d'autres ne pourraient pas faire, où les gens ne pourraient pas aller. En tout cas, voilà, le deuxième bouquin, Ce voyage en Israël, en fait, finalement, tout part de ce nez. Si j'avais pas eu ce nez juif, je pense pas que j'aurais fini par écrire et le nez juif, forcément non. Et ni voyager en Israël, ça aurait été impossible. L'humour, Sabine Roussoub, c'est votre humus aussi indispensable que tous les houmous totémiques, ingrédients de votre cuisine familiale. C'est même un refuge et ça porte pas de traces de désespoir poli chez vous, cet humour.
Si. C'était Romain Gary qui disait une très belle phrase sur l'humour et le désespoir. La politesse du désespoir. Ouais, exactement. Oui, alors Gary ou d'autres, on ne sait même plus à qui l'attribuer, mais Gary l'a banni. Oui, oui. L'humour, comme vous disiez tout à l'heure, c'était une arme de destruction. De construction massive. De construction massive. Ah oui, c'est beaucoup plus joli. L'humour, j'essaie d'y parvenir à chaque fois. C'est-à-dire que je pense qu'au premier abord, j'aurais pas l'humour. Je serais plutôt quelqu'un de triste et qui écrirait des choses tristes. Et qu'en fait, à la relecture et en me disant, voilà, il va falloir que je sorte un texte, que j'écrive quelque chose, non, je vais aller chercher l'humour. Je vais essayer de rire des situations, rire de moi, rire de ce qui se passe autour, parce que je voudrais pas en parler autrement. Je peux parler très sérieusement du conflit israélo-palestinien, du conflit au Liban, des problèmes en France, etc. Mais l'humour, je pense, s'approche plus de la réalité de ce que je pense, ce que je vois, ce qu'on vit. C'est plus ma manière, au final, de voir les choses. Ou en tout cas, j'aimerais que ça soit ma manière de voir les choses. Et cet humour a été aussi transmis par la culture libanaise, des artistes qui ont évolué pendant la guerre du Liban, qui utilisaient justement l'humour pour parler du monde qui les entourait, qui était plutôt catastrophique. Et aussi chez mon père. Mon père, il avait insulté le prophète de Barthusa. Et ça lui avait créé quelques problèmes. Oui. Je ne crois pas qu'il soit au premier degré, je pense qu'il est au 6e degré et que personne n'arrive à le suivre à 6e degré et qu'en fait c'est de la provocation mais c'est de l'humour en même temps et que certains vont en rire. Et d'ailleurs je pense que quand on le dit, on a plus envie de rire de sa phrase que de la prendre au sérieux. Et donc c'est une façon de provoquer, d'aller chercher des sujets tabous aussi. L'humour permet de raconter des choses qu'on ne peut pas raconter sérieusement, ou en tout cas que je ne pourrais pas raconter sérieusement. Et parce qu'on convoque cet humour-là, et parce qu'on convoque même peut-être le sens de la provocation ou celui de la caricature, on est à 2 pas du Bataclan, ici, chez votre éditeur. Et donc, votre père, comment a-t-il réagi, et même avec vous, ce drame-là, où surgissait dans les rues de Paris l'ombre du mal absolu ? Alors c'est drôle, j'en ai pas parlé avec mon père, pourtant on parle pas mal de sujets, mais c'est vrai que ça, on n'a rien dit. Je pense qu'on était tellement désolés l'un et l'autre qu'on n'a rien dit. Mais comment retrouver l'humour après ça ? Je crois que c'est difficile, mais il faut toujours revenir à ce mode-là. Je pense que c'est une façon de défendre nos idées, de continuer à rire de tout et de ça, et des pires horreurs. Je me souviens qu'après l'explosion du port de Beyrouth, 24 heures plus tard, sur des groupes WhatsApp, voilà, on est plein de Libanais, plusieurs personnes qui avaient vécu l'explosion et qui avaient été blessées envoyaient déjà des blagues sordides sur l'explosion qui s'était déroulée le jour d'avant, quelques heures avant finalement, 10 heures ou 12 heures avant. Et en fait, j'avais trouvé ça merveilleux. Je me disais, putain, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut continuer à en rire, il faut continuer à vivre, il faut continuer à... Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On peut pas tous devenir aussi sérieux et ternes. Je pense que... Encore une fois, je trouve qu'on peut raconter plus de choses à travers ce mode-là qu'à travers le ton sérieux. Le ton sérieux, on va tout de suite arriver sur un sujet politique, politiser le sujet, parler de grandes solutions, alors que l'humour va être là juste pour raconter le moment, analyser le moment, pas essayer de régir la société forcément. On continue à feuilleter votre premier roman, Le Nez Juif, Sabine Roussoub. Aleph, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle ce jeune Libanais. Aleph, ouais. C'est vous ? C'est un double. Non, je m'autorise. Ma mère ne m'a jamais traité. C'est-à-dire que je peux pas dire que c'est moi. À partir du moment où le début et la fin du bouquin, finalement, ce sont des scènes qui ne me sont pas arrivées. J'ai du mal à dire que c'est moi. Mais c'est de l'autofiction. C'est un écrivain français qui est considéré comme le pape de l'autofiction, qui m'a donné envie d'écrire et qui a fait que j'écris aujourd'hui. Donc oui, je revendique pleinement cet héritage aussi. Vous avez même le droit de le citer. Christophe Donner, auteur de La France Goy dernièrement. Voilà. Est-ce que ce passage est autobiographique ? Peu importe. En tout cas, peut-être qu'il marque aussi, puisque c'est à peu près à cet âge-là, donc après le bac, que vous décidez d'y aller. Qu'est-ce que tu vas faire au Liban ? Vivre et étudier là-bas, maman ? Et pourquoi tu ne continues pas tes études ici ou même, je ne sais pas, à New York ? Mais je me fous des États-Unis et de la France. Depuis que je suis petit, vous me faites manger du hummus, regarder la télévision libanaise et écouter Fayrouz. Tu t'attendais à quoi ? Ton père et moi sommes venus en France pour t'offrir un bel avenir. Et c'est comme ça que tu nous remercies ? Vous avez quitté le Liban 13 ans avant ma naissance. Retourne dans ta chambre, Aleph. Je suis retourné dans ma chambre. Ce que vous allez découvrir à Beyrouth, du haut de vos 20 ans, c'est quoi ? C'est moi. C'est moi. Je vais découvrir qui je suis, je vais découvrir d'où je viens, d'où mes parents viennent. Je vais découvrir une culture qui me parle beaucoup. Le cinéma libanais, la littérature libanaise, la musique libanaise sont des choses qui me touchent bien plus que ce que j'entendais, voyais, écoutais en France.
J'ai trouvé mon héritage artistique là-bas. Voilà, j'ai compris donc ensuite j'ai écrit des livres, j'ai fait des photos, mais voilà, je venais de cet héritage-là, et voilà, j'ai oublié que j'ai trouvé les femmes aussi au Liban. Enfin, vraiment, c'était mentir de pas commencer par ça. Il est beaucoup question des femmes, parce que cette protubérance, cet appendice nasal, cette péninsule magnifique qui donne le titre de votre livre, finalement, ne les a jamais, au contraire, bien au contraire, poussé à ne pas vous adopter ou vous chevaucher, vous les vénérez. Oui, je les vénère. Alors maintenant, il ne faut pas que je dise ça parce que je suis en couple depuis longtemps, donc il faut surtout pas dire ça. Quoique, non, il le sait quand même. Oui, disons que ce sont les femmes qui guident le personnage quand même tout le long. C'est les femmes qui lui font traverser les frontières, c'est les femmes qui lui font faire des films, écrire des histoires, donner envie de faire des photos. Voilà, c'est les femmes qui le guident tout le long de son parcours. Et d'ailleurs, c'est une femme qui l'a traité de sale juif au début aussi. Donc oui, elles sont éminemment importantes dans le premier livre et dans le deuxième aussi. Ce deuxième roman, Beyrouth entre parenthèses, va être une façon non plus de s'interroger sur votre libanité, mais bien d'essayer de mettre le Liban un peu à côté, comme pour mieux vous retrouver. Étonnant, non ? Oui, c'était une fuite et en même temps c'était une envie d'y retourner pleinement, je pense. Le voyage en Israël, c'était vraiment l'idée de voyager dans un pays ennemi. Alors il s'avère que pour moi le pays ennemi c'est Israël, mais pour un Libanais aussi. Mais ça aurait pu un autre. Voilà, j'aurais été. Je sais que quand je fais des rencontres autour de ce livre-là, il y a des gens qui me disent ça me rappelle mon histoire de famille entre les Français et les Allemands. Voilà, ça convoque d'autres histoires. Ça peut être la Turquie, l'Arménie. Il s'avère que pour moi le pays ennemi c'était Israël et je me demandais qu'est-ce que c'est de se retrouver dans un pays ennemi, d'être l'ennemi dans le pays ennemi. Et j'ai traversé effectivement cette frontière interdite, j'ai effectué le voyage. Elle est interdite parce qu'effectivement, pour tout Libanais, aller en Israël est une trahison. Oui, même communiquer avec un Israélien est puni par la loi. Normalement, ça va entre 1 à 7 ans de prison. C'est-à-dire que là, techniquement, si je vais à l'aéroport de Beyrouth, s'ils ont envie, et comme j'ai dit publiquement, j'étais allé en Israël, ils peuvent très bien me mettre de côté, m'interroger et me mettre 1 à 7 ans, c'est totalement aléatoire. On ne sait pas du tout ni pourquoi ni comment on se retrouve en prison pour ce sujet-là. Mais effectivement, c'est prendre un risque, mais au-delà du risque, c'était vraiment aller voir de l'autre côté, cet autre côté toujours fantasmé, dont on m'a toujours parlé quand j'étais petit, qui est considéré comme un pays ennemi. Mais je crois que j'avais envie d'aller voir ce que c'était, en fait, me confronter à la réalité et plus simplement aux livres ou aux histoires qu'on me racontait. Trouver un apaisement que je n'ai pas du tout trouvé, mais j'avais, je pense, l'espoir de trouver une solution à un problème en allant là-bas. Le problème libanais, le problème du pays, le problème de l'exil de mes parents, le problème de mon propre exil transmis par les parents, peut-être aussi d'une façon un peu naïve de finir par écrire ce livre et de croire d'avoir fait quelque chose, non pas pour la paix, mais pour que les choses avancent un peu, pour que les liens entre les gens existants se gardent encore un peu. Donc je pense qu'il y avait quelque chose d'assez naïf. Je pense que j'allais là-bas vraiment, non pas sauver le monde, mais peut-être sauver mon monde. Naïf, mais il y a de la transgression, il y a peut-être aussi un peu de provocation, il y a cette envie de tenter la chance ou bien de l'imposer. Impose ta chance, dirait le poète, mais l'interrogatoire, il a lieu non pas sur un improbable futur retour au Liban qui vous permettrait là peut-être de passer de sacrés mauvais quart d'heure, voire 7 ans en prison, mais là il s'agit de l'interrogatoire à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv par l'armée par Tsahal, les douaniers les militaires vont vous interroger et vous mettez ça en scène encore avec beaucoup d'humour, mais voilà quand même une épreuve qu'il va falloir subir et qui vous remet une fois de plus devant toutes les questions identitaires que vous auriez eu envie de fuir. Effectivement, et l'interrogatoire dans le livre, en fait, c'est aussi une façon de raconter de manière peut-être plus légère des sujets qui étaient assez sérieux. Je trouvais que dans la rythmique d'un interrogatoire, je pouvais faire passer plus de sujets, je pouvais être un peu moins plombant. Donc voilà, j'ai trouvé cette astuce de l'interrogatoire qui peut faire passer ça aussi un peu pour une pièce de théâtre, ça me plaisait bien, ou une sorte de film en huis clos,
où finalement la confrontation des deux pouvait me permettre de sortir un peu du réel, d'exagérer les choses, de confronter cette femme en face de moi qui porte son petit drapeau israélien, alors que moi je suis en train de brûler le mien, mon drapeau libanais, finalement, en allant là-bas, voilà, de confronter des opposés, d'insérer finalement de l'humour, parce que je crois, en tout cas j'ose espérer qu'on rit un peu en lisant cet interrogatoire, malgré l'aspect plombant des sujets. Vous finissez par rentrer en Israël. On précise d'ailleurs à ce stade-ci du récit qu'en Israël, vous avez droit de rentrer, que quand on va sur les forums qui s'interrogent sur justement vos compatriotes qui se demandent s'ils ont le droit d'aller en Israël, la question revient assez fréquemment et souvent, comme clé, on leur explique que les douaniers israéliens peuvent, les autorités israéliennes, tamponner leur passeport sur une pièce volante qui permet de pas montrer ensuite qu'on y a été. Donc il y a presque de la part de l'ennemi terrible une forme de clémence finalement. C'est ce que vous allez découvrir aussi là-bas, qu'il y a d'autres visages de l'ennemi. En tout cas, oui. En tout cas, une fois passé l'aéroport, j'ai effectivement trouvé là-bas des gens avec qui j'étais très proche, d'ailleurs beaucoup plus qu'au Liban. Finalement, j'ai trouvé des gens avec qui je partageais les mêmes idées, des mêmes références, des mêmes problématiques là-bas. Et c'était grâce à Rose, ce personnage qui finalement me guide un peu aussi lors de ce voyage. Je rencontre des frères, des doubles, alors qu'il n'y avait aucune raison que je puisse les rencontrer avant. Et en fait, voilà, le fait d'avoir franchi cette frontière fait que finalement, cette naïveté ou cette transgression, moi je mets toujours de côté la transgression, parce que je pense que je voyage tout le temps un peu plus comme un petit enfant qui y va, plus que comme un grand provocateur qui va dire à tout le monde « Ouais, j'ai voyagé en Israël, vous avez vu, j'ai fait le truc interdit ». Non, c'est plus comme moi qui essaie de résoudre mes petits problèmes ou les petits problèmes familiaux, ou voilà, vraiment un niveau très anecdotique. Et donc j'étais un peu ébahi, effectivement, j'ai rencontré des gens merveilleux, avec des artistes merveilleux, des œuvres aussi, dont je parle dans le livre, qui d'ailleurs finissent par être la chute du bouquin. C'est l'œuvre d'un artiste israélien qui en fait, d'une certaine façon, a fait le voyage inverse que j'ai fait. Donc, non, un mot là-dessus. Un mot sur ce voyage. L'artiste israélien Dorzleka Levi a réalisé une vidéo assez incroyable. Il allait interroger un Israélien, mais d'origine libanaise, qui est né à Beyrouth et qui a grandi à Beyrouth. Et qui, en fait, pendant la guerre du Liban, en 82, quand l'armée israélienne a envahi Beyrouth, lui, donc qui est né et a grandi à Beyrouth dans les années 60-70, s'est retrouvé à être de l'autre côté et donc être rentré en soldat dans les lieux de son enfance. Et moi, je m'étais toujours demandé avec Rose, justement, le double de ce personnage, qui s'appelle dans la réalité Laura Schwartz, qu'est-ce que c'est de retourner sur les lieux de son enfance, mais de devoir bombarder les lieux de son enfance. Il y a quand même quelque chose de monstrueux là-dedans. Et cet artiste israélien est allé interroger cet homme-là, qui a effectué ce voyage dans les deux sens. Et ce qui est magnifique dans sa vidéo, c'est qu'au début, donc, le soldat est très fier, il a fait l'armée israélienne, l'armée israélienne est venue apporter la paix au Liban, etc. Voilà, il monte ses muscles, etc. Puis petit à petit, dans l'entretien, le personnage s'effondre, une espèce de personnage viril qui s'est créé, et finit par pleurer, en disant justement que le Liban est encore sa patrie, et que finalement, le Liban, il le voit pas comme une terre ennemie. Et je trouvais ça merveilleux parce que c'était comme une réconciliation. Voilà, c'est comme si j'ai eu l'impression tout d'un coup de ne pas avoir effectué ce voyage pour rien. Et que finalement, ce lien à garder entre nous, il existe à travers ces œuvres d'art. Parce que je pense peut-être entre les personnes, c'est plus compliqué, mais entre ces objets qu'on crée, ce livre, cette vidéo, cette exposition, on arrive à faire entendre des paroles qu'on ne va pas entendre fréquemment. Clairement, ce n'est pas la majorité des voix, en tout cas. Mais c'est pas à l'ancien directeur du film libanais à Beyrouth que je vais apprendre ceci, puisque le cinéma est aussi un vecteur. Le documentaire, vous avez cité Amos Mograbi tout à l'heure. Il y a aussi celle que vous connaissez bien, qui est Yolande Zoberman. Oui, bien sûr. Et dans ce film documentaire extraordinaire, Will You Have Sex with an Arab, elle découvre qu'un Israélien sur 5 est arabe. Elle pose la question à un juif s'il ferait l'amour à un arabe, et si un arabe ferait aussi l'amour à un juif. Vous êtes aussi dans ces interrogations-là, vous êtes dans cette même volonté de construire votre identité dans cette rencontre que vous faites avec ceux qui sont là-bas, ceux qui peuplent les quartiers arabes de Tel Aviv comme Jaffa.
J'allais dire, ça nous fait évoluer dans le bon sens et en même temps dans le mauvais, parce qu'en fait, en comprenant ça, on comprend à quel point la résolution du problème est presque impossible. Et c'est presque dramatique, c'est-à-dire que on va s'extraire un peu de notre façon de voir le conflit. Voilà, ma façon, voilà, je suis libanais, arabe, et donc voilà, le conflit israélo-palestinien, le libanais, je vais le voir d'une certaine façon. On m'a fait grandir pour le voir d'une certaine façon. En général, les années passent et on se réconforte d'ailleurs dans cette position. Et dans les deux sens, hein, quand on est juif aussi, voilà, dans ce sens-là aussi. Et finalement, quand on dépasse ces frontières-là et qu'on va vers l'autre et qu'on découvre et qu'on entend d'autres histoires, un peu comme Yolande quand elle va confronter justement ces jeunes-là qui finalement, au fil du documentaire, se disent ah mais oui, pourquoi pas, et en fait non, et pourquoi, et en fait si, je coucherais peut-être avec une juive, mais en fait et ils savent pas, et ça évolue, et plus on évolue, plus on essaie d'aller vers l'autre, plus on comprend qu'on est peut-être très peu à l'être en fait, et très peu à voir le monde dans ce sens-là. Parfois je me dirais même, parfois je me demande si je regrette d'avoir fait ces voyages-là, écrit ces livres-là, en me disant que ça aurait été plus confortable et réconfortant de rester dans ma position initiale. Parce qu'on se retrouve encore plus seul qu'avant. Au volant de la voiture, je vois le mur de séparation à Jérusalem s'agrandir petit à petit. 9 mètres de hauteur, je n'en reviens pas. Je le longe plusieurs fois. Je fais des allers-retours pour bien réaliser ce que c'est, l'intégrer dans mon crâne. Sa hauteur, son immensité, son absurdité. Il ne respecte aucun tracé, aucune logique. Il a brisé des familles. Parfois des plaques de béton sont remplacées par une clôture électrifiée. Je descends de la voiture, j'ai besoin de me rendre compte qu'il est réel, que des hommes ont construit ce mur pour se séparer d'autres hommes. Je reste sans mots, je hais les hommes. Je me souviens qu'Yitzhak Rabin a été l'un des premiers à défendre l'idée de ce mur. Je revois Elia Suleiman dans son film Intervention divine sauter par-dessus avec une perche. Je sors mes affaires de tennis, je les garde toujours sur moi. Sans réfléchir, je commence à taper quelques balles. Un policier me prie d'arrêter. Le bruit lui est insupportable. Il me demande mes papiers. Je lui explique que ma mère est souffrante et qu'elle mourrait de me savoir dans un poste de police en Israël. Je lui donne mon passeport français. Il s'excuse sans même l'ouvrir. Sabine Rossoub, ce livre va paraître, et c'est même quelque chose qui vous gêne au tout début, juste après la manifestation du 17 octobre 2019, qui est donc cette révolution ou cet espoir porté, où vous voyez l'urgence aussi d'aller l'accompagner. Qu'est-ce qui se passe en octobre 2019, là-bas à Beyrouth et dans toutes les rues des villes du Liban ? Effectivement, le 17 octobre, en fait, le gouvernement a essayé d'imposer une taxe sur l'application WhatsApp. Et un grand nombre de Libanais sont descendus dans la rue au début, quelques milliers. Et puis il s'est avéré que le lendemain, des millions de Libanais sont descendus dans la rue, toutes confessions confondues, tout parti confondu. Voilà, il y avait avec une seule et unique demande, c'était que le gouvernement tombe et qu'on change de système, justement, qu'on finisse cette fameuse guerre qui avait commencé en 1975. Et qu'on arrête et qu'on passe à autre chose, qu'on crée un nouveau Liban, on va dire, que les gens qui ont fait cette guerre arrêtent de gouverner, etc. Et je me souviens que j'étais pas au Liban à cette époque-là, et c'était un moment où je pensais plus vraiment y retourner. Et voilà, donc on recevait les vidéos de nos amis, j'étais avec ma compagne qui elle aussi est libanaise, on recevait les vidéos de nos amis qui étaient dans la rue, etc. Et c'était plus fort que moi. En fait, le lendemain, je lui ai dit, il faut que j'y aille. Et je pensais que je faisais partie de ce mouvement-là. Voilà, j'avais vécu des années au Liban, assez déçu par mon expérience, et j'avais toujours gardé au fond de moi l'espoir d'y retourner un jour, ou en tout cas de voir éclore un pays merveilleux, parce que c'est un peu ça quand même. Et donc je vais écrire sur cette révolution, et donc je dirais pas que je participe à la révolution, en tout cas je dirais que je participe comme un écrivain participe à la révolution, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe autour de lui. Et donc j'écris un papier pour le fameux quotidien L'Orient le Jour, et le livre Beyrouth entre parenthèses, ce fameux voyage interdit, devait paraître quelques semaines plus tard. Et donc je rentre de cette semaine révolutionnaire et je dis à mes éditeurs, qui ne sont pas libanais, il est hors de question de sortir le livre dans quelques semaines. Parce que voilà, il y a cette révolution, le gouvernement est tombé, et puis on ne sait pas du tout ce qui va se passer au Liban. Donc vous craignez pour votre famille ? Je crains que des milices prennent le pays en main. Voilà, il y a quand même des milices armées au Liban. À partir du moment où il n'y a plus de gouvernement et que c'est un peu l'anarchie, on entendait plein d'histoires. Donc votre voyage en Israël, ça passerait pas ? Je me disais que si le pays est pris en main par une des milices, je pensais notamment à Hezbollah, mon livre,
J'avais peur pour, oui, effectivement, 80% de ma famille qui est là-bas. J'avais surtout peur, d'ailleurs, pour ceux qui sont à l'école, dont une cousine en particulier qui a 13 ans, 14 ans. Et je sais que, en général, on fait d'abord peur aux enfants dans ce genre de cas. Et je connais plein d'histoires de gens qui ont reçu des menaces du Hezbollah parce que quelqu'un a ouvert sa bouche, pas pour Israël, mais pour une idée de discussion, quelque chose. Je connais plein d'histoires vécues par des amis ou des gens de mon entourage. Donc j'ai eu très peur. J'ai eu très très peur et je sais qu'on était rentrés, ils comprenaient pas trop l'Antilope. Ils me disaient mais c'est de la littérature, Sabine, ça n'a rien à voir là-dedans. Et moi j'étais dans ma peur et puis une parano s'est créée vraiment autour de... dans mon esprit, je suis vraiment devenu paranoïaque. Et donc finalement ils ont accepté et on a repoussé la sortie du bouquin et il s'est avéré que le livre est finalement sorti quelques jours après l'explosion du port de Beyrouth. Le 4 août 2020. Ouais, donc pour un Beyrouth entre parenthèses, on peut dire que c'était bien raté. Sauf que ce que vous constatez donc, c'est qu'il porte le souffle de cette révolution, ce livre, il porte en lui finalement cette parole qui a été libérée, et qu'aujourd'hui, si il n'y a pas grand-chose qui a évolué positivement dans ce pays, il reste tout de même dévasté, surtout après ce 4 août, cette parole qui est plus facile à porter. Oui, disons que je pense qu'on est beaucoup de gens de ma génération à maintenant sentir légitime de dire des choses qu'on n'osait pas dire avant. Il y a vraiment, en tout cas sur l'année qui a suivi, c'est-à-dire que maintenant le pays maintenant vit vraiment dans une crise économique terrible, et je pense que, tout le monde s'en moque de la liberté de parole, les gens veulent plus de l'électricité, de l'eau et récupérer leur argent qui leur a été volé. Mais c'est vrai que l'année qui a suivi la Révolution, oui, il y a une sorte de liberté incroyable, de gens qui s'exprimaient dans la rue, à la télé, il y a des médias qui se sont créés, vraiment quelque chose d'assez beau et incroyable, qui arrive d'ailleurs souvent après, quelle que soit la Révolution, d'ailleurs, quel que soit le pays. Et mon livre, pour moi, en faisait partie, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me disais, moi qui avais peur à l'époque de le sortir, me disant que j'avais peur d'être puni finalement par les gens qui nous gouvernent, je me disais, 1 an après la sortie, après la Révolution, que finalement ces gens-là qui ont pillé le pays, qui ont fait une guerre de plus de 15 ans, qui est une sorte de petite mafia qui existe comme ça, qui arrive à continuer à exister en s'entraidant entre eux, en fait, ils ont tellement de choses à se reprocher que comment moi, qui ai écrit juste un petit livre sur un voyage en Israël, je pouvais avoir peur et j'avais peut-être quelque chose à me reprocher à côté des casseroles immenses que ces hommes portent. Et donc, effectivement, oui, la Révolution a libéré ça, dans le sens où on a réalisé clairement et pleinement que ces gens qui nous gouvernent, que ces gens qui imposent leurs lois sur les Libanais sont des mafieux, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et que nous, avec nos petites actions, on avait peur avant de dire des choses. En fait, non, on n'a aucune peur à avoir, on n'a rien à se reprocher, on doit dire les choses, on doit ne pas être d'accord, on doit pouvoir débattre. Et ce livre fait partie, d'une certaine façon, d'un débat qui n'est pas le point central aujourd'hui de l'actualité libanaise, effectivement, mais qui le redeviendra parce que on reste en guerre avec ce pays qui est Israël. À venir chez Stock, Sabine, ce dernier opus, presque une trilogie, et encore heureux que votre appendice nasal est une péninsule, puisque ça vous a permis, pendant 3 romans, de l'ausculter. Et le 4e, est-ce que vous allez voir plus loin que le bout de votre nez ? Effectivement, je m'extrais enfin du Liban, pour mon plus grand bonheur. Oui, en tout cas pour l'instant, celui d'après encore que j'ai prévu, c'est une histoire qui est plutôt liée au Cap-Vert. Après la péninsule, un cap. Il va falloir qu'on se recroise pour un 2e opus, nous, pour savoir ce qui s'est passé au Cap-Vert et ce que vous avez découvert là-bas. C'est encore une histoire d'exil. C'est l'histoire d'une femme qui s'est exilée du Cap-Vert pour venir en France. Et je raconte son histoire et j'ai aussi très envie de raconter les années 60, 70, 80 au Cap-Vert et toute cette scène musicale dont une chanteuse fameuse et connue qu'on connaît bien en France, Césaria Evora. J'avais très envie de raconter aussi ses débuts dans les bars. Là-bas à Boa Vista. Exactement, c'est ça. C'était La couleur des mots de Sabine Roussoub. Ces 2 romans, Le nez juif et Beyrouth entre parenthèses, évoqués aujourd'hui, sont édités par l'Antilope et bien entendu, leur version numérique est téléchargeable sur votre liseuse Kobo. Vous avez pu entendre dans cet épisode un extrait du reportage sur le début de la guerre civile libanaise sur le 20h de TF1, le 16 avril 1975, ainsi qu'un large extrait du sketch des Inconnus sur le Liban, de haute tenue. Et vous aurez aussi reconnu quelques mesures introductives de la chanson de Serge Gainsbourg, Dieu est juif, de son album Mauvaise nouvelle des étoiles.
La couleur des mots est produite par Kobo et diffusée par la Fnac sur leur plateforme digitale l'éclaireur.fnac à la rubrique La Claque. Cette collection est bien sûr présente aussi sur l'hébergeur Acast et votre plateforme habituelle de diffusion de podcasts, que cela soit Apple ou Google Podcast, Spotify ou Deezer. La couleur des mots est une création du studio Écran Sonore. À la réalisation, Bertrand Chaumeton. Au micro, Alexandre Hérault.